Il y a 10 jours, la France est entrée en guerre au Mali et depuis le conflit s'est internationalisé avec cette prise d'otages sanglante en Algérie. C'était mercredi dernier. Alors faut-il craindre de nouvelles attaques terroristes? On en débat tout de suite sur notre plateau. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Sahel est à nouveau au cœur de l'actualité depuis que le Mali a envoyé plus de 2000 soldats au Mali, depuis que la France a déployé plus de 2000 soldats au Mali. Et l'objectif affiché de Paris est extrêmement clair puisqu'il s'agit de contrer les islamistes qui menaçaient la capitale Bamako. Mais est-ce la seule motivation de l'ancienne puissance coloniale? Et puis cette guerre ne risque-t-elle pas de provoquer de nouvelles attaques terroristes? Eh bien nous en débattons ce soir avec nos nombreux invités. Et ce débat, je le commence tout de suite avec vous, Monsieur Ould Mohamedou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut des études internationales de Genève, vous êtes par ailleurs d'origine mauritanienne, autant dire que vous connaissez très bien le Mali, ce pays voisin. Alors c'est vrai que les objectifs affichés par la France sont extrêmement clairs, on veut déloger les islamistes, est-ce que c'est avant tout ça la motivation de Paris ? C'est assez complexe et je crois que cette aventure doit être assez clarifiée. Il y a effectivement cette ambition qui est là, qui est dans le cadre d'une opération qui est assez légitime, il faut le préciser. C'est à la demande des autorités maliennes. Donc la France intervient dans ce canevas. Cette question doit être réglée à partir de là. Ceci dit, le problème qui se joue au Mali a plusieurs causalités. Il y a le nord qui est contrôlé par les groupes depuis un certain nombre d'années. Il y a les velléités sécessionnistes Touareg, un problème qui n'est pas résolu depuis les années 60. Il y a le déversement insécuritaire après la question libyenne et nous avons tout cet enchevêtrement de causalités qui sont là. Aujourd'hui, nous avons cette opération qui est lancée, mais il faut revenir un petit peu en arrière et prendre acte du fait que depuis plusieurs mois, les Nations Unies, dans le cadre d'une opération régionale avec la CEDEAO, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, se préparaient à lancer une opération qui serait avec en pont essentiellement, en tête de pont plutôt, cette force africaine. Ceci n'a pas eu lieu. Motivation politique, appel aussi bien sûr du Mali, c'est très important. J'aimerais aussi vous entendre, Alexandre Vautravers, vous êtes l'autre expert du plateau, vous êtes aussi professeur, vous êtes un spécialiste, vous plus précisément, des questions militaires. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi des intérêts économiques en jeu? On a pu lire ici et là que peut-être que les motivations de la France n'étaient pas tout à fait nobles. Bon, je pense peut-être pour appuyer ce qui vient d'être dit, il y a un temps court et il y a un temps long. Le temps court, effectivement, c'est le temps des militaires. Une intervention était absolument indispensable pour éviter tout simplement l'effondrement de l'armée malienne et puis ensuite des complications au niveau politique, économique, social et puis bien sûr une aggravation terrible des risques terroristes. Maintenant, sur le plus long terme, effectivement, la région est une région assez instable. La région dont on est en train de parler, le nord du Mali, est en passe de devenir, si ce n'est pas déjà fait, un espace vide de droit. Et donc, dans cet espace, s'il y a effectivement des groupes qui peuvent s'installer, des groupes armés qui peuvent s'installer, s'établir, s'entraîner là, et peut-être effectivement finalement mettre en péril la stabilité de la région avec les ressources qui s'y trouvent, effectivement il y a des intérêts à long terme pour la France, comme d'ailleurs pour la communauté internationale. Des intérêts économiques. Alors sans plus attendre, je vous propose tout de suite qu'on se rende à Bamako. Bamako, où on vous retrouve. Sophie, vous êtes une humanitaire, ça fait très longtemps que vous travaillez au Mali, vous travaillez pour l'association suisse d'aide à Gao et vous avez travaillé au Nord Mali, mais malheureusement vous avez dû quitter ce territoire, vous avez été chassé par les islamistes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, il s'est passé juste la prise de Gao dans la nuit du 31 mars au 1er avril et j'ai quitté Gao uniquement pour ne pas être une cible pour AQMI, pour avoir la revendication après, échange d'otages, monnayés, etc. Donc c'est l'unique raison qui m'a fait quitter Gao et puis voilà, il n'y avait pas d'autre alternative. Mais j'ai eu la chance
d'être exfiltrée par les Touaregs, parce que j'ai toujours été au fond de la brousse, au fond du désert pour soigner les enfants, les femmes. Et j'étais connue, reconnue, etc. Et puis voilà, lorsqu'ils ont su que j'étais en danger au moment de l'enlèvement du consul et des diplomates algériens à Gao, moi j'étais avec eux et à la résidence, c'est à ce moment-là qu'ils ont organisé mon exfiltration pour me sortir des griffes d'AQMI. Donc il y a aujourd'hui, et depuis déjà de longs mois, un amalgame dans les groupes. J'espère plus tard que, voilà, on y verra un tout petit peu plus clair. C'est la seule raison pour laquelle j'ai quitté Gao et puis voilà, c'est tout. Sophie, alors on vous entend, vous avez été témoin effectivement d'une prise d'otage qui a eu lieu déjà il y a quelque temps. Vous-même, vous avez failli être prise aux mains de AQMI. Vous avez dit, il faut rappeler que AQMI c'est Al-Qaïda au Maghreb. Aujourd'hui, donc, vous vous trouvez à Bamako parce que votre orphelinat, puisque vous vous occupez d'orphelins, a donc été réquisitionné par les islamistes. Ça fait combien de temps que vous êtes à Bamako aujourd'hui ? Ah ben écoutez, j'ai été exfiltrée le 5 avril, je suis rentrée, je crois, le 9 en France, ensuite je suis partie en Suisse, évidemment, et je suis rentrée le 9 juin sur Bamako, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a les enfants, j'avais fait des réserves, donc je savais que les enfants étaient à l'abri, j'étais en contact permanent téléphonique, donc je savais que pour les enfants, il n'y avait aucun problème, mais les réserves, ça s'épuise. Et il fallait que je rentre, donc je suis rentrée. Et depuis Bamako, en ayant une petite équipe sur place, j'ai pu continuer à faire votre travail de mon programme. Voilà. Et puis les enfants sont à l'abri. Et il y a quelques jours, quelques jours avant la prise de Konna, peut-être par intuition, ou je ne sais pas, quelquefois on est guidé. J'ai envoyé beaucoup d'argent d'un coup et puis j'ai acheté tout ce que j'ai trouvé comme les premier âge, deuxième âge, j'ai fait partir et puis c'était temps parce que 2 jours après, c'était la prise de Konna, les cars étaient stoppés, il n'y avait plus rien, donc je sais de nouveau que mes enfants sont à l'abri et que maintenant je n'attends plus que le chemin s'ouvre pour rentrer sur Gao, m'en occuper puis vérifier tout ça. Mais bon, il y a des endroits dans le monde qui sont aussi dans des situations identiques, sinon Très bien. Très bien, donc, Sophie. En tout cas, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce téléphone. Vous prenez des risques aussi ce soir pour parler. Vous prenez des risques aussi dans vos missions quotidiennes sur le terrain. On vous souhaite en tout cas bonne chance et à très bientôt. Il faut bien comprendre... Merci. Merci Sophie. Il faut bien comprendre que ce conflit du Mali est complexe. Vous l'avez entendu. Quand la France entre en guerre au Mali, le 11 janvier dernier, elle intervient dans un pays déjà très instable politiquement, notamment à cause des velléités d'indépendance des Touaregs. Alors je vous propose d'écouter tout d'abord les explications d'Isabelle Fiot et puis on poursuit le débat. La France est en guerre. Sur le terrain, 2000 hommes. Leur mission, libérer l'Azawad, cet immense territoire désertique du nord du Mali, le berceau des populations touaregs. Mais derrière le paysage de cartes postales, une réalité bien moins romantique. Ces hommes font partie du mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA. Depuis des décennies, ces rebelles touaregs sont en conflit avec le gouvernement. Ils réclament l'indépendance de Bamako. Plusieurs centaines d'entre eux étaient partis combattre aux côtés de Mouammar Kadhafi. En 2011, après la chute du leader libyen, ils rentrent au pays. Lourdement équipés, ils attaquent l'armée malienne. La reconquête de l'Azawad commence. Pour cela, les Touaregs s'allient à des groupes islamistes proches d'Al-Qaïda. Rapidement, ils s'emparent des villes du nord, Kidal, Gao et Tombouctou. Avril 2012, les rebelles proclament l'indépendance de l'Azawad, désormais un État islamique. Le Mali est coupé en deux. Mais rapidement après leur victoire commune, les rebelles touaregs sont chassés par les islamistes. Ces derniers imposent la charia. Soumise, la population locale subit, comme en témoignent ces images rares de Gao. Les islamistes vont jusqu'à couper pieds et mains des voleurs présumés.
Ils s'attaquent aussi aux symboles. À Tombouctou, ils détruisent les mausolées de plusieurs saints musulmans, des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais que les islamistes jugent impies. À la demande du Mali, l'ONU décide de mettre sur pied une coalition internationale. Mais après une nouvelle avancée des islamistes, les événements se précipitent. Les soldats français débarquent et partent à l'assaut de l'Azawad, ce territoire touareg devenu un sanctuaire d'Al-Qaïda. Alors Tariq Ramadan, on vous retrouve de Londres. On vient de voir ce reportage avec des images très dures concernant ces exactions des terroristes, l'application à la lettre visiblement de la charia. C'est vrai que quand on voit ce reportage, quand on voit aussi la joie des Maliens, on se dit que l'intervention française au Mali est forcément légitime. Écoutez, d'abord il faut dire deux choses. La première, c'est celle effectivement qui est liée à ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils ont fait, leur interprétation de la charia, l'application de ces peines, et dire avec force, et je pense que ça c'est aussi la responsabilité des musulmanes et des musulmans à travers le monde, de dire que ça c'est absolument illégitime, c'est anti-islamique, ça ne correspond en rien aux enseignements et c'est à condamner. Donc ça c'est une première des choses. La deuxième des choses c'est il y a une chose est de condamner ceci, une autre chose est de soutenir l'opération française, ou en tout cas les termes sur lesquels celle-ci se fait, parce que on voit la population qui effectivement subissait ce qui se passait dans le nord, mais la situation est quand même beaucoup plus complexe que cela au Mali. Vous avez parlé dans votre reportage de ce qui s'est passé en Libye et la chute de Kadhafi, qui joue un rôle très très important, parce que Kadhafi était très très lié à l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Mali. Il y a aussi l'équation algérienne dont on va sans doute parler dans le débat, et puis il y a l'autre versant dont on ne dit rien aujourd'hui, parce que la France n'a pas débarqué en janvier, début janvier, dans cette opération militaire. Ça fait 5 ans que des militaires français sont présents sur le terrain africain et au Mali. Ça fait des années qu'ils collaborent avec l'armée malienne, et ce dont on ne parle pas malheureusement, c'est le versant économique et géostratégique de cette opération, parce que ce que l'on sait depuis 5 ans, c'est que ces terres du nord du Mali regorgent, et il y a eu des forages, plus de 100 millions de dollars ont été investis par des multinationales algériennes, françaises, américaines, pour savoir ce que regorgeait de ressources pétrolières, de gaz et d'uranium la région, qui est extrêmement riche apparemment. Et aujourd'hui, la France intervient au Mali à l'appel du gouvernement malien, comme pour sauver le Mali qui serait un pays ami. Je crois que cette lecture-là est très simpliste, elle est mensongère. Vous dites c'est avant tout, excusez-moi Tariq Ramadan, vous dites c'est avant tout des intérêts économiques. Vous allez même plus loin dans un papier que vous avez publié la semaine dernière. Vous dites dans le fond la France aussi cherche à redorer son blason en Afrique. Je dis que non, je dis que François Hollande avait bien besoin de cette opération, mais ça c'est quelque chose qui est marginal par rapport à ce qui est en train de se passer. Effectivement, je pense aujourd'hui que la France n'intervient pas au Mali pour la dignité du peuple malien, mais qu'elle a d'autres raisons de le faire, et que ces raisons sont de même nature que celles qui ont poussé la France ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne à intervenir en Libye, qui était plutôt pour des questions géostratégiques que pour des questions humanitaires. Très bien. Donc vous dites que la France n'intervient pas pour la dignité du peuple malien. J'aimerais bien passer la parole à Yves Rossier. En tout cas, pas seulement. J'aimerais bien passer la parole à Yves Rossier qu'on n'a pas encore entendu. Vous êtes, Monsieur Rossier, le numéro 2 de notre diplomatie, puisque vous êtes le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Alors que dit la Suisse de cette intervention? Est-ce que d'après vous, elle est légitime? Vous savez, la Suisse ne va pas, même assez malaisée, d'analyser les motivations des uns et des autres. Ça, je crois que je laisse à M. Ramadan. Il y a deux aspects qui sont importants pour nous. Le premier, c'est la légalité de l'intervention. Et puis le contexte, elle se passe dans le contexte d'une opération internationale. Vous avez toute une suite de résolutions du Conseil de sécurité. C'est la seule source de l'égalité internationale. Et puis c'est celle sur laquelle il faut bien se baser. Donc de ce point-là, l'opération est légale.
Le souci de la Suisse, en l'occurrence, c'est le conflit qui a été esquissé par mon voisin au début. C'est le conflit qui est sous-jacent depuis le début du XXe siècle, et c'est celui sur lequel nous travaillons dans nos efforts de médiation. Donc là, il y a un effort de réconciliation entre les populations du Nord Mali, qu'on appelle Touareg pour simplifier les choses, et qui est totalement étranger à ce qui se passe maintenant. Donc les organisations armées qui se retrouvent dans le Nord Mali maintenant sont de loin pas exclusivement composés de Maliens. Vous avez des gens qui viennent du Canada jusqu'au Pakistan. Donc ça, c'est un conflit qui se superpose à la médiation à laquelle nous travaillons, et encore une fois, qui, elle, vise à réunifier, à réconcilier les populations du Nord Mali pour sortir de cette... Un travail de médiation qui a déjà commencé bien avant, évidemment, l'intervention française. De ces rébellions récurrentes qui ont toujours rendu la situation difficile dans la région. Alors j'aimerais bien aussi entendre une Malienne qui est autour de ce plateau. Madame Keïta, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on a pu voir sur beaucoup d'images la joie des Maliens à cette intervention des Français. C'est aussi une joie que vous partagez, vous qui venez de Bamako, qui avez de la famille là-bas. Exactement, oui. Nous sommes avec ma famille, nous sommes soulagés. Soulagés parce que je suis catholique. Et vivant ici, je me disais que si jamais ces islamistes arrivaient jusqu'à Bamako, je ne savais pas quel sort ils réservaient à mes parents. Et pourtant, l'islam au Mali, en général, est un islam extrêmement modéré. Vous m'expliquiez, quand vous étiez enfant, vous viviez en parfaite harmonie. Exactement. Les Noëls qu'on passait chez nous à la maison, nos cours étaient remplis de nos voisins musulmans. Pour moi, ce n'est pas les voisins, c'est la famille. Et moi, j'étais inscrite à l'école catholique. Et puis dans ma classe, nous étions que 2 chrétiennes. Donc pour les familles musulmanes, il n'y avait pas de souci, de problème de mettre leurs enfants dans une école catholique. Vous êtes en contact régulier avec votre famille, me disiez-vous. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, eux qui ont failli quitter Bamako, de peur des islamistes? Qu'est-ce qu'ils espèrent aujourd'hui? Alors l'intervention française, et puis après, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur Mali? Oui, alors ça c'est le point d'interrogation. Mon père, il me disait, mais comme on vous a toujours appris, on vit le jour au jour au Mali. Aujourd'hui, on avait besoin d'aide. Et les Français, ils ont su faire quelque chose, intervenir. Et puis demain, on ne sait pas. On ne sait pas comment demain sera fait. Alors, ils ont quand même peur. Alors, Manuel Tornard, vous êtes aussi avec nous ce soir. Vous êtes conseiller national socialiste genevois, ancien maire de Genève. Une fonction qui vous a amené très souvent au Mali, en Algérie. C'est des pays que vous connaissez très bien. Est-ce que vous avez imaginé un jour qu'il y aurait un islam aussi radical, notamment au Mali? Non, je connais bien le Mali, j'y suis allé à maintes reprises, on avait beaucoup de coopération. Bon, il y a une coopération suisse qui est très importante avec le Mali, mais il y a aussi une coopération de beaucoup de villes de Suisse, puisque la Suisse a l'avantage de pouvoir avoir des coopérations de ville à ville. Et l'islam que je connais du nord au sud du Mali, pourrait confirmer, est un islam modéré. Comme l'a dit Tariq Ramadan, il y a eu des métastases qui sont venues de Libye, c'est-à-dire des gens qui ont exporté ou importé, comme vous voulez, un islamisme qui ne correspond absolument pas à la tradition des Touaregs ou à la tradition des Noirs ou des Arabes qui sont au Mali, d'où le rejet. Bon, moi j'approuve l'intervention de François Hollande, pas parce qu'il est socialiste. Je l'approuve dans un premier temps. Je suis assez d'accord qu'il y a des intérêts économiques, mais l'Afrique est un continent où il y a des intérêts économiques qui sont la proie de la Chine, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la France, de l'Angleterre, enfin de beaucoup de grandes puissances comme on le sait. C'est clair qu'il y a des intérêts économiques et qu'au niveau géostratégique, c'est important. On pourra valider l'intervention de François Hollande, je crois que Tariq Ramadan me rejoindra, une fois que tout sera pacifié, si la France, avec d'autres pays occidentaux et aussi des pays musulmans, consolide un État malien fort, luttant contre la corruption, ce que je n'ai pas vu très souvent avec les régimes précédents, peut-être le régime du président Konaré, qui était peut-être le seul qui a tenu le pays et qu'il faudrait peut-être rappeler. C'est un peu l'heure de Gaulle. On va parler il a été élu plus démocratiquement, c'est peut-être lui qui pourrait on va parler de l'avenir et de l'issue de ce conflit, mais Tariq Ramadan, vous vouliez réagir à ce que disait Emmanuel Tornard? Oui, bon, on est d'accord sur le fait. Je ne crois pas qu'il faut minimiser les intérêts géostratégiques. Encore une fois, le fait qu'il faille intervenir ou le fait que quelque chose doit être fait
Moi, je ne suis pas contre le principe. Reste à savoir comment ça doit être fait en amont. Mais Parce quelle que la présence réponse française... fallait-il, Tariq Ramadan, aux islamistes qui coupent des mains, qui coupent des pieds au Normali? Quelle réponse fallait-il si ce n'est une réponse armée? D'abord, c'est pas à la France de donner une réponse pour les Maliens. Ce serait plutôt à l'Afrique et au Mali aussi de pouvoir gérer leurs affaires. Il faut quand même savoir que le président qui a été démis de ses fonctions, Traoré, qui était avant président, avait essayé d'intervenir et se posait des questions sur l'attitude de la France à cet égard-là. Donc je crois que la France n'a pas toujours eu une attitude extrêmement claire. Alors ma question, elle est celle-ci. Bien sûr qu'on peut vouloir intervenir. Maintenant, trouver la légalité internationale pour intervenir de cette façon-là, c'est un peu court à mon sens, puisque ce qu'on nous annonce maintenant, c'est que la France est destinée à rester. On dit que ce sera une opération extrêmement longue et que, encore une fois, c'est pas de cette façon-là qu'on va éradiquer l'extrémisme violent, et que l'attitude en amont et l'attitude de la France a parfois donné l'impression qu'on laissait faire, qu'il y avait un certain intérêt à voir s'installer dans une région qui, alors, comme l'a dit Manuel Tornard, et ça c'est complètement vrai, le Mali est complètement étranger à cette lecture violente et littéraliste de l'islam, mais complètement, ça ne parvient pas. Et on se pose des questions. Comment se fait-il qu'il y ait 4 ans, des gens qui viennent de nulle part viennent s'installer dans le Sahel pour appliquer la charia dans le Sahel, et qu'en même temps on apprend que par les services américains comme par les services français, que certains de ces réseaux sont infiltrés. Et donc ma lecture de ceci, c'est qu'on a laissé s'installer ces groupes-là avec l'idée d'une intervention, et que la France n'a pas pris la décision d'intervenir il y a quelques jours, qu'elle avait la décision d'intervenir déjà il y a quelques années. Et ce pourquoi il y a un consensus dans la classe française, c'est pas du tout parce que tout le monde chante les louanges de la position de Hollande, c'est que déjà du temps de Nicolas Sarkozy, il y avait cette idée de s'installer, et ce d'abord pour des intérêts géostratégiques. C'est pas du tout pour la valeur du sang des Maliens. Les Africains ne nous intéressent que quand on sait considérer ce qu'il y a sous le sol, les ressources minières. Une réponse Alexandre Travers. Je dirais ça fait 5-6 ans maintenant que, peut-être pas la France, mais les États-Unis d'Amérique essayent véritablement de renflouer en tout cas les forces militaires du Mali à raison de 600 millions de dollars par année. Et on a vu en fait il y a quelques semaines que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on est aujourd'hui dans une situation où l'interventionnisme... Donc ça veut dire qu'on nous a trompés. On nous a vendu cette intervention militaire comme une intervention contre les islamistes, mais dans le fond elle se prépare depuis des années. C'est exactement le contraire que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on essaye de renforcer le gouvernement malien pour pouvoir résister à ces islamistes. Et ça ne fonctionne pas. Alors ensuite, on essaye d'organiser une coalition d'États de la région, c'est la CEDEAO dont on a parlé tout à l'heure. Je peux vous dire, ça fait 12 mois qu'on est en train d'essayer désespérément de mettre sur pied une force de 3300 soldats. Finalement, on arrive à une force qui, soi-disant sur le papier, va dépasser ces 3300 soldats, mais avec 2000 de ces soldats qui n'ont absolument rien à voir avec la CEDEAO, puisque ce sont des États... La CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce sont des États africains également, mais qui ne sont pas locaux ou régionaux, si vous voulez. C'est une opération qui doit coûter 375 millions de dollars par année, et on va se poser dans quelques semaines, dans quelques jours, la question de savoir comment on va financer ces 375 millions de dollars, parce que évidemment ces États africains n'ont pas l'argent. Alors finalement, il faut bien à un moment ou à un autre que ce soit la France ou quelqu'un d'autre intervienne. Tariq Ramadan. Non mais écoutez, quand même, je veux dire, vous allez nous dire que pendant 5 ans, on n'a jamais réussi à armer et à laisser le gouvernement malien et ceux qui sont autour intervenir, et qu'il a fallu 2000 à 3000 hommes français avec leur appareil pour que la situation puisse se renverser. Mais attendez, il faut quand même d'abord pas prendre les Africains pour des incapables absolus. Et la deuxième des choses, ne pas nous présenter la France avec 3000 hommes, comme si elle allait sauver le pays. Il y a une présence militaire dans la région et du service de renseignement qui est présent depuis 5 ans. Ma dernière visite au Mali date de 3 ans, quand j'ai pu voir le président et qui me parlait de la
totale incohérence de la politique française quant à l'éradication du terrorisme. Alors, il faut quand même dire ceci aussi. Il ne faut pas nous dire qu'avec 3000 hommes, tout à coup, la France est la puissance qui va et qui peut seule sauver le Mali. On sauve le Mali et d'autres choses encore. Une réponse d'Alexandre Vautravers. Je ne pense pas que ce soit ce que j'ai dit, mais effectivement, il y avait un moment, un instant T où il était absolument urgent d'intervenir. Et en fait, l'essentiel de l'effort militaire français a été là pour rassurer, renforcer et souder les rangs de l'armée malienne. Monsieur Ould Mohamedou. Oui, je crois que le volet géostratégique est indéniable. Aucun État n'intervient sans avoir ces éléments en tête. On ne peut pas nier ça. Ceci dit, je crois que... Mais Tariq Ramadan va plus loin. Il dit l'opération, elle se prépare depuis très très longtemps, dans le fond. Ça ne date pas de Hollande. La situation est beaucoup plus complexe au Sahel depuis très longtemps. Donc je crois qu'il faut prendre acte de ceci. La dimension africaine, par contre, est importante en mon sens. Je crois qu'on peut se poser des questions sur l'accélération de cette opération française. Non pas pour son bien fondé, mais fondamentalement là où elle va mener la France. Les interventions sont problématiques. Les lendemains, qu'on pense à l'Irak, qu'on passe à l'Afghanistan, à la Somalie, à Haïti, la Libye, la Côte d'Ivoire, c'est très difficile et c'est le lendemain sur lequel il faut se projeter. Par rapport à ça, la question Touareg qui a été mentionnée, qui est importante, cet effort de médiation est nécessaire pour la construction de l'État sur le long terme. La médiation de la Suisse. La médiation même dans la région qui était entamée. La CEDEAO, c'est vrai, on sait toutes les limites de la capacité africaine à entrer en matière par rapport à ceci. Ceci dit, si l'on ne veut pas justement connaître des accusations de néocolonialisme, de recolonisation, il faut pouvoir aller dans le sens d'une capacitation de ces forces. Que s'est-il passé en Afrique centrale? Pourquoi à un appel, justement, n'y a-t-il pas eu réponse récemment lorsqu'il y a eu un problème à Bangui? C'est-à-dire que le plan onusien, le plan des soldats africains de l'Ouest, qui est encore en cours, il faut le préciser, me semble le plus viable à long terme. C'est un appel aux autres pays de la région. La France se retrouve maintenant à demander ces soldats, justement. Alors, Madame Keïta, j'aimerais aussi vous entendre sur ces critiques qui sont faites par rapport à l'intervention française. Comment vous réagissez, vous, quand on vous dit, dans le fond, on vient dans votre pays pour piller vos richesses? C'est un peu ce que dit Monsieur Ramadan. Bon, alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que ma famille et moi sommes soulagés. Parce que moi, étant ici, je ne pouvais rien faire pour venir en aide à ma famille. Le jour que ma sœur m'a téléphoné, m'a dit que Kona vient de tomber, moi, je ne pouvais rien faire parce que même s'ils fuyaient, qu'ils allaient vers le Burkina, ils ne pouvaient pas rentrer sur le Burkina en ce moment-là. Donc nous, on est vraiment contents. Je crois que ce n'est pas que moi, je crois que tout le Mali. Quand on dit, dans le fond, la France-Afrique, c'est pas fini, la France a encore une attitude de colon, est-ce que ça vous fait sourire? Non, mais je me dis qu'il fallait intervenir maintenant. Quand on voit les images des femmes qui pleurent leur mari, parce qu'il y a beaucoup de militaires maliens qui sont morts. Je sais parce que j'ai un oncle militaire qui a beaucoup souffert, sa famille aussi. Donc je me dis qu'il fallait vraiment faire quelque chose. Et puis c'était pas évident aussi pour la France parce que prendre position c'était pas évident. Mais nous on est avec ma famille on est soulagés. Je crois qu'il faut rappeler également par rapport à cette dimension qui est clé, c'est-à-dire la légitimité malienne de la chose. Il faut aussi mentionner les 200 000 réfugiés qu'il y a autour de cette question, les 202 000 déplacés internes. Il y a une dimension, cette urgence, elle est là et on a un peu tendance à l'oublier. Mais fondamentalement, la question, ce n'est pas l'intervention en soi, c'est la partition du Mali. La partition du Mali, c'est ce qui pose problème au départ. Et reverser tous ces efforts, que ce soit ceux de l'Afrique ou ceux de la France, qui doivent s'inscrire dans cette logique, doit nous ramener à une solution malienne, une solution africaine qui, à mon sens, est la plus importante et la plus pérenne pour toutes ces questions. Yves Rossier, j'ai envie de vous poser cette question. C'est cette solution à laquelle nous travaillons. Alors justement, précisément, on a beaucoup parlé de cette médiation suisse qui a déjà commencé avant. Précisément, cette médiation suisse, vous la faites entre qui et qui? Parce qu'on imagine qu'il n'y a pas les islamistes qui sont... Elle a commencé il y a des années. Nous sommes présents au Mali par la coopération au développement depuis la fin des années 70. Et puis ça nous a permis de tisser des liens avec les populations du Nord. On a parlé des Touaregs, on va simplifier un petit peu, mais il faut des populations, pour le but de l'émission, on pourra les appeler ainsi. Et puis, nous avons commencé dans le cadre de notre politique de paix, parce que la politique étrangère de la Suisse, c'est aussi et d'abord une politique de paix, à mettre en place
dans cette situation, il y avait ces rébellions fréquentes. Vous comprenez, vous devez accompagner les gens pour leur permettre de formuler leurs revendications, de savoir ce qu'ils demandent, parce que ces rébellions ne sont pas toujours organisées, puis elles étaient récurrentes dans la région depuis le début du XXe. Et là, nous avons construit une plateforme politique qui visait à entrer dans un dialogue avec le gouvernement de Bamako. Après, il y a eu est-ce que cette médiation va pouvoir se poursuivre, monsieur Rossi, maintenant, avec évidemment, ce qui se passe? l'heure n'est pas à la médiation maintenant. D'abord parce que nos partenaires de la médiation militairement n'existent plus. C'est probablement les organisations qui ont la plus grande assise dans la population locale militairement parce qu'elles ont moins d'argent, elles contrôlent moins les trafics, elles sont moins bien armées, n'existent plus ou sont parties. Mais les gens sont toujours là. Et nous sommes convaincus, nous sommes aussi préoccupés de l'application du droit humanitaire lorsque l'armée malienne va remonter, parce qu'elle ne va pas forcément être très bien accueillie par ces populations du Nord. Donc il est très important que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Et on parle déjà des premières exactions de l'armée malienne. Au-delà de l'aspect humanitaire dans lequel nous sommes beaucoup engagés, dont parlait monsieur. Est-ce que dans le fond, la Suisse n'a pas un avantage indéniable sur la France pour poursuivre cette médiation, peut-être pour œuvrer à la paix au Mali? C'est le fait qu'elle n'ait pas été précisément puissance coloniale. Elle a d'abord un avantage parce que vous ne faites jamais une médiation si on ne le demande pas, puis on nous l'a demandé. Alors cette crédibilité, elle est certainement due à cela, notre absence de passé colonial, mais aussi, encore une fois, notre présence sur place. On a beaucoup travaillé au Mali avec notre coopération au développement. Et ça vous permet de créer des liens, de connaître la complexité de la situation dans la région. Donc je crois qu'il y a notre engagement de coopération au développement, la crédibilité de notre position particulière. Et puis, ma foi, c'est notre Constitution qui nous demande de faire une politique de paix. Et il va de soi que la politique de paix, vous la faites toujours dans des régions qui sont difficiles, avec des partenaires difficiles. Vous la faites rarement entre la Suède et la Finlande. Le rôle de la Suisse dans cette région, Manuel Tornard? Oui, comme vous l'avez dit, on n'a pas de passé colonial et on n'a pas de présent impérial. On n'est pas une puissance impérialiste. Je crois que Tariq Ramadan le reconnaîtra. Donc on a aussi un savoir-faire et on a des atouts. On est quand même un pays qui a une diversité au niveau linguistique, au niveau des religions, etc. C'est nos atouts depuis des décennies et des siècles. Donc on va faire œuvre de médiation. Mais il faut faire la médiation avec qui? Quand vous avez un sanctuaire islamiste, vous ne pouvez pas faire de la médiation. Donc ça justifie quand même l'intervention de la France pour mettre fin, et je me réjouis d'avoir entendu Tariq Ramadan nous dire qu'il condamnait les islamistes du Nord Mali, mais je lui pose une question. Alors si la France n'était pas intervenue, pourquoi est-ce que le monde musulman modéré, le monde musulman qui respecte la diversité, n'est pas intervenu pour dire à ces islamistes: assez, vous êtes en train de discréditer une religion, vous êtes en train de discréditer une idéologie aussi. Pourquoi est-ce que... Alors, qui aurait dû intervenir? Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le fond, Tariq Ramadan? Pourquoi vous n'avez pas écrit plus tôt que vous condamniez ces islamistes? Non, je vous pose cette question parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup que vous êtes un des spécialistes de l'islam les plus influents, un des musulmans même les plus influents en Europe. Un magazine américain titrait même que vous faites partie des 100 personnalités les plus importantes au monde. Donc dans le fond, pourquoi Tariq Ramadan n'a pas tiré la sonnette d'alarme? Non, mais écoutez, ma dénonciation de ceci, elle ne date pas de maintenant. Encore une fois, je suis un ami de l'Afrique et ce sont des pays que je visite depuis une trentaine d'années. Et ma prise de position, la visite dont je vous parlais il y a 3 ans au colloque international des musulmans de l'espace francophone, ma prise de position devant le président à l'époque a été extrêmement ferme dans la condamnation. Mais aussi un appel à la conscience musulmane, africaine d'abord, et mondiale, pour dire qu'il faut que nous mettions que nous condamnions ceci et qu'il y ait un véritable engagement de la conscience. Et ça, c'était aussi avec les organisations qui étaient impliquées, le Conseil des savants au Mali et beaucoup d'organisations jusque en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et dans toute la région. Donc cette prise de position, elle a toujours été présente et il faut effectivement qu'on soit beaucoup plus clair là-dessus et qu'il y ait des pays qui, de la région, puissent prendre des positions et puissent s'engager. Et à mon sens, encore une fois, je veux dire, on ne va pas tergiverser sur le bien fondé de l'intervention française. Il fallait effectivement intervenir, mais je pense qu'en amont, les choses auraient dû être faites différemment, comme il
il a été dit, de l'intérieur du Mali, de l'intérieur de l'Afrique, que quelque chose puisse être fait et que ce ne soit pas la France qui se présente comme le sauveur de l'Afrique, encore une fois, parce que ça ne légitime, il n'y a aucune légitimité autre que géostratégique. Mais le dernier point que j'aimerais mettre en évidence, c'est qu'il faut qu'on dise une chose, parce que là on est en train de parler du terrorisme et de ses conséquences. Et il faut que nous ayons une prise de position extrêmement claire, mais il faut aussi que nous ne soyons pas naïfs. Nous savons ce qu'il en a été après le 11 septembre. La condamnation du 11 septembre, elle a été extrêmement claire. L'utilisation par le gouvernement et l'administration Bush des terroristes pour aller frapper l'Afghanistan et protéger le pétrole et le gaz et le lithium, c'est aussi une réalité. Et qu'aujourd'hui, il y a un bon usage du terrorisme qui consiste à laisser parfois ces gens travailler, laisser parfois les choses s'installer et utiliser ceci à des fins qui sont de se présenter comme des libérateurs, des défenseurs de la démocratie, mais sans nous parler des intérêts, des autres intérêts. Ça aussi, il faut le dire. Et le dernier élément que j'aimerais mettre en évidence, c'est que ça nous retombe dessus en Occident. Parce que cette mentalité qu'on est en train de créer, cette radicalisation, elle nous revient dessus de deux façons. D'abord parce que n'importe qui peut faire n'importe quoi et intervenir contre des innocents en Occident ou ailleurs, et que ça donne aussi aux États, malheureusement, que ce soit en France ou aux États-Unis, des capacités de pouvoir surveiller les populations, d'avoir des politiques liberticides, de mettre des gens en prison alors qu'ils n'ont rien fait aujourd'hui dans le monde occidental. Il faudrait aussi qu'on se rende compte que toute cette question du terrorisme, elle n'est pas localisée au nord du Mali, elle a une conséquence internationale. Il faut répondre à vos propos. C'est vrai que vous avez des propos très musclés. C'est vrai qu'il faut aussi rappeler peut-être que vous-même, dans le fond, vous avez été victime de cette chasse aux terroristes, puisqu'en 2004, il faut le rappeler, les États-Unis sous Bush avaient annulé votre visa car on vous soupçonnait d'activités terroristes. Vous avez été totalement blanchi par la suite. Est-ce qu'il faut craindre effectivement qu'il y ait une surréaction par rapport à ces terroristes et qu'on accuse peut-être à tort certaines personnes, Monsieur Vautravers? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit aujourd'hui dans ce débat en train de parler de terrorisme. On est en train de parler de groupes armés qui, effectivement, sont en train de prendre le pouvoir. De groupes armés divers et variés, puisque finalement les Touaregs dont il a été question ont aussi mené des actions contre le gouvernement du Mali. Donc je pense que là on est dans un état de non-droit et finalement le terrorisme peut s'installer dans des états de droit à partir peut-être justement de ce type de zone incontrôlée et disputée. Alors je vous propose qu'on parle aussi un peu de l'Algérie, puisque c'est vrai qu'on parle des islamistes qui ont sévi au Mali, mais il y a aussi eu cette prise d'otage sanglante en Algérie, près d'In-Amenas, une intervention qui a commencé donc mercredi dernier, une prise d'otage qui a été revendiquée par les hommes de Mokhtar Belmokhtar, et il a fallu attendre hier seulement pour un premier bilan officiel de l'Algérie, un véritable carnage, j'ai envie de dire, puisque au total 37 otages étrangers ont été tués, sans bien sûr parler des terroristes. Alors je vous propose qu'on fasse le point et on se retrouve juste après. Les abords du site gazier témoignent de la violence de l'assaut de l'armée algérienne. Hier, le Premier ministre est enfin venu livrer un premier bilan, toujours provisoire. Selon lui, la spectaculaire prise d'otage a fait 38 victimes, 37 étrangers et un Algérien. Le commando était composé d'une trentaine d'islamistes venus du nord du Mali. Le récit des rescapés évoque l'enfer qu'ils ont vécu. Cet employé roumain a réussi à fuir avec des collègues à travers le désert. Je n'étais pas un otage. Si je l'avais été, je ne vous parlerais pas aujourd'hui. Nous avons marché 35 km dans le désert. 8 personnes ont dû partager 3 litres d'eau. Utilisé comme bouclier humain, ce Philippin s'est lui échappé d'un camion touché par une explosion. Comme j'étais toujours vivant, j'avais pour but de m'échapper et d'arriver en sécurité, parce que les djihadistes tiraient toujours sur moi. J'ai vu les forces gouvernementales de loin qui me faisaient signe de rester à terre. Je considère que c'est ma troisième vie, parce que même quand je rampais, les terroristes me tiraient dessus. Quant à ce Français, il est resté caché 24 heures sous son lit. Tout le monde était en danger. Et déjà, ça tirait de partout, ça peut tomber n'importe où. Bien sûr. Il y a un moment où vous avez su que le commando recherchait en particulier les Occidentaux ou pas? Non.
Vous a protégé? Vos collègues algériens vous ont protégé, on va dire, en vous alimentant, en vous demandant de rester sous ce lit, justement? Bah, si je suis là aujourd'hui. Dans un sens, oui. Si j'étais sorti plus tôt, j'en aurais peut-être pris une dans la tête. Alors Ali Benouari, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous connaissez très bien l'Algérie puisque vous êtes vous-même d'origine algérienne. Vous avez même été ministre dans votre pays, ministre du Trésor entre 91 et 92. On a vu la riposte algérienne extrêmement ferme, sans aucun état d'âme. Est-ce que ça vous a surpris? Pas du tout. Ce n'est pas du tout pour surprendre ceux qui connaissent la situation de l'Algérie depuis 20 ans, puisqu'il y a eu des dizaines, on dit 150, 200 000 morts. Donc des massacres comme celui-là, des prises d'otages comme celle-là, on en a vécu, on en a connu. 150, 200 000 morts, ça c'était la guerre civile. Hein, bien après, entendu, mais pour les Algériens, ce n'est que la continuation du même phénomène, sous d'autres formes, peut-être avec une implication des plus... de Maliens, de Touaregs, etc. Une internationalisation, je dirais, qui n'existait pas, mais pour nous, c'est le même phénomène. Monsieur Ould Mohamedou, c'est vrai qu'on a été très surpris, peut-être nous occidentaux, de voir qu'il y avait aucune tentative de discussion avec les terroristes. Et pourtant, la France n'a pas été choquée, hein, puisque François Hollande a dit samedi que l'Algérie avait eu les réponses les plus adaptées, car il ne pouvait pas y avoir de négociations avec les preneurs d'otages. Quelle analyse vous faites de ces propos? Oui, je crois qu'on peut se poser un peu des questions sur le blanc-seing donné à ces méthodes, c'est certain. Il y a quand même des dimensions de droits de l'homme qui sont importantes. Il y a un certain nombre de dimensions qui doivent être prises en compte dans l'antiterrorisme. Mais je voudrais revenir à cette question de la greffe algérienne, parce qu'il y a deux greffes sur le Mali. Est-ce qu'il y a un lien d'abord entre le Mali et l'Algérie? Il y a un lien entre le Mali et l'Algérie? Il y a les groupes armés qui sont là. C'est-à-dire que je parlais de greffe, c'est-à-dire qu'il y a le fond du problème, c'est celui qu'on a mentionné, donc la question irrésolue Touareg, mais la complexité vient aussi du fait que... Mais est-ce que véritablement, excusez-moi, est-ce que véritablement les gens de Belmokhtar ont attaqué le site gazier parce que les Français étaient au Mali et parce que l'Algérie avait autorisé le survol de son territoire par les avions français? Le fait qu'ils le disent suffit. C'est conséquent en soi. La perte de vie presque d'une centaine de personnes, les assaillants et les otages. Mais le point essentiel, c'est la filiation de cet AQMI, qui n'est que le groupe salafiste pour la prédication et le combat algérien des années 90. Donc AQMI, c'est à l'Al-Qaïda au Maghreb. Donc souvenons-nous de cette filiation qui est importante. En plus de la greffe libyenne dont on a parlé, c'est-à-dire donc la complexité de cette situation. Il faut vraiment en prendre acte. C'est-à-dire que nous avons une fluidité qui vient de la Libye. Nous avons des groupes qui ont un ascendant algérien qui est toujours là, plus des groupes qu'ils ont, les avatars qui sont nés au Mali, donc cette Ansar ad-Din, qui est donc la version islamiste radicale Touareg, si vous voulez, en gros, pour faire vite. Et puis donc vous avez cette complexité. Face à ceci, la question qui se pose, c'est comment est-ce que la France va pouvoir gérer une menace qui est protéiforme, qui est sibylline. Vous savez, une société imagine un front qui va se retirer face à des armées qui avancent. Mais la guerre a changé, la guerre est beaucoup plus fluide, elle est asymétrique, comme on dit. Et cette complexité, c'est ce par quoi les Américains sont passés en Afghanistan et en Irak, et on a vu le résultat. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le retour à ce canevas original d'une mission africaine qui serait en vue de restaurer la souveraineté malienne et l'aider à reconquérir son nord. À partir de là, une discussion nationale malienne, et c'est la prérogative des Maliens, peut avoir lieu pour régler le problème Touareg. Tariq Ramadan. Oui, j'aimerais juste dire une chose par rapport à ça, parce que moi je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut trouver une équation qui soit malienne et qui soit africaine. Deux questions se posent quand même par rapport à l'opération en Algérie. La première, c'est qu'encore une fois, on entend des responsables politiques algériens qu'ils ont l'habitude de ceci et que sur la base de l'expérience, on doit justifier le type d'intervention. On a deux questions à poser. Comment se fait-il que dans cette situation tout à fait dangereuse pour tout le monde, en l'occurrence au Mali et au sud de l'Algérie, des personnes, des groupes comme ceux-ci réussissent aussi facilement à prendre possession de cet espace? Et ça, c'est la question qui a été posée par le gouvernement
japonais, à mi-mot et sous mot couvert. Mais c'est bien la question qui posait. Comment est-ce que c'est possible que ceci se passe en ces temps-là? Ça, c'est une première question. La deuxième question, il ne faut pas du tout la minimiser. Et implicitement, vous avez posé la question, nous, on est choqués en Occident sur ces méthodes-là, mais il faut qu'on soit tous choqués en Occident, en Orient, au Sud, au Nord, à l'Est ou à l'Ouest. C'est choquant de donner aussi peu de crédit à la vie des personnes, de ne pas négocier, de tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à tuer des otages et à tuer des gens. C'est pas parce qu'on lutte contre des extrémistes ou des terroristes ou des personnes qui peuvent, eux, user de moyens absolument abominables que nous, on peut de notre côté justifier au nom de la défense de déshumaniser les gens qui sont des preneurs d'otages ou qui sont des otages. Ça n'est pas possible. Parce que si on entre dans cette logique-là, jusqu'à où peut-on aller? On ne peut pas déshumaniser même l'ennemi, même le pire. Encore une fois, on ne peut pas déshumaniser jusqu'à Ben Laden. Ben Laden était un homme qui avait, et dont le discours était quelque chose d'inacceptable, dont l'action est inacceptable. Mais quand on peut juger un homme, on le juge, on ne se réjouit pas de son assassinat. Eh bien, c'est la même chose avec tout le monde. Je pense que l'attitude que l'on a par rapport à l'Algérie et cette attitude de la France d'accepter ceci, elle l'accepte pour des questions d'alliance stratégique. Mais en termes de droits humains, on ne peut pas accepter de traiter un être humain de façon déshumanisée. Ça n'est pas acceptable que ça vienne de l'Algérie avec 100 ans d'expérience ou de n'importe quel pays dans le monde. On vous a bien compris, Ali Benouari. Oui, ma réponse n'était pas du tout une façon d'évacuer votre question, pas du tout. Les enjeux aujourd'hui sont simplement nombreux. Il y avait un enjeu en Algérie, un enjeu, disait-on, islamiste ou lié à la démocratisation de l'Algérie. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu des Touaregs. C'est quand même une population qui lutte pour restaurer ses droits, recouvrer ses droits depuis un siècle. Et c'est un problème qui va demeurer tant qu'il n'est pas résolu. Et je suis d'accord avec notre ami mauritanien pour cela. C'est la matrice de cette affaire. Sans la question Touareg, il n'y aurait pas aujourd'hui de crise malienne. On est d'accord. Comment vous expliquez, Monsieur Benouari, comment vous expliquez, vous qui connaissez bien l'Algérie, qui avez été ministre, qu'un site gazier d'importance nationale, un site gazier qui visiblement produit 18% du PIB algérien, ait pu être attaqué comme ça par des islamistes? C'est un site qui représente aujourd'hui effectivement 18% des recettes d'exportation algérienne et bientôt 30%, dit-on. Donc c'est quelque chose d'énorme. Je sais, comme beaucoup de gens, que les sites pétroliers et gaziers sont sécurisés. Pourquoi celui-là en particulier ne l'est pas? Le plus grand scandale, le plus grand étonnement, le plus grand questionnement, il est là. Mais je suis désolé, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne peux qu'être choqué et m'étonner comme vous. Cela étant, il ne faut pas faire l'économie de la réflexion et du débat. Je disais qu'il y avait plusieurs problématiques qui se superposaient. Il ne faut en négliger aucune. Il y a la question islamiste. Pour moi, c'est des seigneurs de guerre. Ce sont des terroristes. Ils ne méritent pas qu'on les affuble de l'étiquette de musulmans ni d'islamistes. C'est infamant pour tous les musulmans de la planète. Est-ce que ça reste des êtres humains? Ce sont des seigneurs de guerre qui... Est-ce qu'on peut les liquider? Est-ce qu'on peut les liquider non, pas du tout. Qui masquent leurs agissements, leur trafic, leur sale trafic en tout genre, par l'étiquette religieuse. Alors vous parlez des islamistes, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête précisément sur Et puis j'aimerais qu'on parle de la Centrafrique et des intérêts français et des compagnies pétrolières. On va y venir. On a déjà commencé par le Mali, maintenant on est à l'Algérie. Il faut qu'on parle quand même de cet homme qu'on a découvert sur les images depuis quelques jours, Mokhtar Belmokhtar, dont on a beaucoup parlé. On dit que c'est Monsieur Malboro, Alexandre Vautravers. On parle d'un terroriste, bien sûr, islamiste, d'un trafiquant aussi de toutes sortes. C'est qui dans le fond cet homme? Et est-ce qu'on est sûr véritablement que c'est lui qui est derrière cette attaque de ce site gazier? Alors, bon, il y a deux interprétations. Une interprétation, c'est que c'est quelqu'un de très isolé, puisque tout le monde s'est désolidarisé finalement de son action. Et puis de l'autre côté, c'est quand même très frappant de constater que cette personne, avec son groupe armé, est venue depuis la Libye, avec quand même un arsenal assez important, avec des véhicules, algérien, non? avec des véhicules de l'État libyen. Et moi, si je pouvais faire un lien entre toutes ces trois situations, puisque maintenant on en est au troisième pays dans cette discussion, c'est qu'il faut absolument éviter qu'il y ait des secteurs, des territoires qui soient absolument incontrôlés et vides de droit, parce que on a parlé du nord du Mali, mais on pourrait parler de la Libye. Il se passe des choses assez dangereuses. Alors l'autre question qu'il faut poser ce soir, c'est il faut
s'il ne faut pas craindre de nouvelles attaques terroristes. Certains le redoutent, en tout cas, que ce soit dans les pays du Sahel, mais même peut-être en Occident. Qu'est-ce que vous en pensez, Tariq Ramadan? Certains disent il y aura peut-être de nouveau Mohamed Merah. Rapidement, on a aussi pu lire que parmi les djihadistes qui ont attaqué ce site gazier en Algérie, il y aurait eu des Français. Ben écoutez, tout peut arriver. Le problème, que ce que l'on voit et que l'on sait aujourd'hui, que ce soit dans les réseaux qui sont en Occident, on le sait d'ailleurs depuis maintenant 12-13 ans, depuis que les choses ont fait l'objet d'analyse, les réseaux se constituent de façon totalement informelle. Donc on peut voir des interventions absolument partout, n'importe quoi peut arriver et qui peut être aussi en réaction à ce qu'on est en train de voir. Et comme il a été dit, c'est l'avenir qui va beaucoup compter, c'est-à-dire quelle va être l'évolution de la situation au Mali, quel va être le rôle joué par les États, quel va être le rôle que va prendre la France, comment va-t-on gérer la question géostratégique. Tout ceci peut avoir un impact sur des interventions, mais encore une fois, il faut que nous, je pense que dans la discussion qu'on vient d'avoir, il faut vraiment qu'on prenne une position de principe. Notre condamnation ferme du terrorisme et des actions violentes doit être sans complaisance, elle doit être claire, mais notre respect du droit humain, notre respect des individus, notre respect des gens doit faire en sorte que même dans nos pays, même en Suisse, même en France, même aux États-Unis, on n'accepte pas au nom de la lutte contre le terrorisme que nos valeurs soient remises en cause parce que, alors nous sommes tous perdants. Si on en arrive à ne pas considérer que des hommes aient le droit au jugement, ça ne peut pas être. Message, mais je crois que c'est le plus important. C'est le plus important et on va vous répondre. Il y a Emmanuel Turner qui va vous répondre, Tariq Ramadan. La logique de l'Occident, c'est d'éliminer les sanctuaires. L'Afghanistan ou bien le Sahel qui pourrait être un sanctuaire, c'est-à-dire des constructions après de groupes islamistes qui pourraient intervenir un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est la logique de l'Occident, c'est de tuer ces sanctuaires et de faire en sorte qu'ils n'existent plus. Moi, je pense que ce qui est, comme d'autres, je pense que ce qui est le plus dangereux maintenant pour l'Occident, c'est les djihadistes individuels, comme Merah. C'est-à-dire des gens qui, au nom d'une idéologie, enfin d'un islam qui est politisé, vont combattre seuls, en faisant des attentats soit dans les métros de Paris, de Milan ou de Londres, ou d'ailleurs. Et c'est ça qu'il faut craindre, à un moment donné. Je ne crois pas. Alors, vous... Et en tout cas, c'est l'avis du juge Trévidic. Moi, je vous encourage de lire ce livre très intéressant, ce juge antiterroriste français, qui est vraiment un livre exceptionnel. Et sa théorie, en tout cas, elle tient. Alors, Marc Trévidic, effectivement, qui vient de publier Chez Lattès. Terroriste. Une réponse, Monsieur Benoîri. Je ne crois pas, parce que on a une meilleure connaissance maintenant, aussi bien en Occident que dans les pays musulmans, du phénomène dit islamiste. Maintenant, on a affiné les concepts, on s'est distingué entre un salafiste, un frère musulman, un musulman soufi, le soufisme, etc. Donc, on arrive maintenant, et les gens qui nous écoutent, les musulmans aussi, musulmans en herbe ou musulmans pieux, pratiquants, eux aussi maintenant ne sont plus dupes comme autrefois. Ils savent maintenant séparer les choses. Et je dis que je suis un peu plus confiant parce que les gens comprenant, je suis optimiste, comprenant les enjeux, parce qu'il y a des enjeux derrière, notamment des enjeux économiques et financiers. Par exemple, cette histoire de Mali. Je suis d'accord avec Tariq Ramadan. Il ne faut pas tout de même que... C'est trop facile de dire la France est venue au secours d'un pays qui allait être rayé de la carte. C'est trop facile parce que la France est présente depuis longtemps, mais aussi parce qu'il y a un pays... Peut-être qu'on reste sur cette menace terroriste. Sur cette menace terroriste, j'aimerais bien aussi entendre par rapport à ça, j'aimerais bien aussi entendre Yves Rossier, Monsieur Rossier. Est-ce que c'est une J'aurais souhaité réagir sur préoccupation l'étiquette d'islamisme. Je crois qu'il faut faire un petit peu attention. Le Sahara est aussi le pays de tous les trafics. Ces organisations recrutent aujourd'hui. Si vous êtes si vous avez 14-15 ans, on vous recrute, on vous offre $500 par mois dans un pays où le salaire moyen est $10 par mois. On vous offre $500 par mois, vous allez sur une Toyota, on vous donne une arme, vous êtes quelqu'un. Donc je crois qu'il faut se garder de coller l'étiquette islamiste sur... On est dans une situation beaucoup plus complexe. Vous avez des trafics extrêmement lucratifs, vous avez parlé des cigarettes, mais il y a aussi le trafic de drogue, les êtres humains, etc. Donc il y a incontestablement ce que disait M. Tornard, c'est-à-dire cet agenda global et puis ces sanctuaires, pas seulement au Sahel, vous l'avez aussi au Yémen, en Somalie, etc. Mais là-dessus se greffe, en raison de la franchise, en quelque sorte, la franchise de s'appeler Al-Qaïda, ça permet aussi d'intéresser les gens, d'attirer du monde. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça et je crois qu'il ne faut pas résumer ça à une histoire d'islam.
D'abord, on l'a dit, puis je crois qu'il faudrait le rappeler en Suisse, le Mali est un pays musulman, donc on n'a pas dans un conflit des civilisations sur place. Et deuxièmement, vous avez des tas d'intérêts économiques, M. Ramadan en a mentionné que certains, mais il y a aussi les intérêts actuels de tous ces trafics, et de sorte que l'étiquette d'islamiste, elle est très facilement collée, et puis je ne crois pas que toutes les personnes qui se battent ou qui sont dans ces groupes soient des fous de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est certainement beaucoup plus complexe que cela. Monsieur Ould Mohamedou. Alors, 2 points très importants. Faire parler d'islamisme, je crois, c'est faire fausse route. Fondamentalement, ce qui se joue au Sahel, c'est une économie politique du terrorisme, comme il vient d'être indiqué. C'est un trafic de toutes sortes. Il y a un islamisme théâtral, qui est d'abord même pas de l'islam, et ça a été rappelé à maintes reprises, je crois qu'il y a consensus là-dessus, mais c'est un jeu d'ombre, c'est un jeu de théâtre. Des figures apparaissent. Vous avez un Abdelhamid Abou Zaid un jour, un Bel Mokhtar un autre jour. Ça, c'est le micro-récit. Ce qui est fondamentalement plus important, c'est la grammaire nouvelle du terrorisme mondial, de Anders Breivik jusqu'à précisément les individus qui peuvent se menacer. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le terroriste du 21e siècle n'a besoin que d'un iPhone, un compte Gmail et un sac à dos. Donc à partir de là, il peut être motivé par un versant religieux, un versant idéologique, comme il peut être motivé par toute autre idéologie mondialisée. Donc là, je crois que c'est le cœur du problème. Donc nous avons cette rhétorique de guerre contre le terrorisme au singulier, dont je crois que la France devrait s'éloigner et remettre le conflit, et on est à la croisée des chemins, elle peut encore le faire, dans son canevas onusien initial d'Afrique de l'Ouest et s'éloigner de rejouer ce qui n'a pas réellement servi l'administration Bush pendant 8 ans. On peut revenir à l'Algérie un moment, s'il vous plaît. Il faut voir que l'Algérie a joué un rôle indirect dans l'exportation de cet islamisme-là, entre guillemets. Mais l'Algérie a une autre responsabilité. C'est le plus grand pays d'Afrique. C'est de loin le plus riche. Et il faut voir aussi que l'Algérie consacre 48% des dépenses d'armement en Afrique sont le fait de l'Algérie. C'est le 4e importateur mondial d'armes. C'est un pays qui a une puissance financière comparable à celle du Qatar, etc. Mais c'est un pays qui aujourd'hui n'a pas de politique étrangère. C'est les défaillances de l'Algérie qui expliquent pourquoi aujourd'hui il y a tous ces problèmes-là. Parce que les terroristes, bon nombre d'entre eux viennent d'Algérie, mais aussi par sa passivité. On a bien vu dans quelles conditions la France a pu survoler le territoire algérien. Et on a vu immédiatement l'effet boomerang, même si ce n'était pas la vraie raison, mais les terroristes qui ont attaqué In Amenas ont dit que c'était à cause de cela. L'Algérie est absolument incontournable. Moi, j'ai envie de dire quelque chose de positif ce soir. C'est qu'au lieu de faire un peu les pleureuses, puisqu'à chaque fois qu'il y a un attentat, on se réunit, on tape sur l'islamisme, on essaie de comprendre un peu cette nébuleuse islamiste, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de moins en moins. Moi, je dis, aujourd'hui, il y a des compagnies pétrolières et minières qui valent des centaines de milliards de dollars. Tariq Ramadan a souligné la richesse potentielle du Mali. Et il n'y a pas que le Mali. Tous les pays avoisinants sont extrêmement riches. Et pourtant, c'est là qu'il y a le plus de pauvreté. Le Sahel est l'une des régions les plus pauvres de la planète. Est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens qui profitent de cette situation et qui seraient les premiers bénéficiaires de la sécurité et de la paix revenue de contribuer à un plan, à un fonds de développement pour le Sahel de 100 milliards de dollars, c'est rien du tout, peanuts pour eux, et ainsi les compagnies pétrolières et minières qui opèrent dans cette région, des pays comme l'Algérie qui tirent l'essentiel de leurs ressources, de l'exportation d'hydrocarbures et la Libye, etc. Pourquoi est-ce que tous ces pays-là ne s'assieraient pas autour de la table et tout en réglant la question Touareg, dont il faut dire par ailleurs que c'est la sécheresse et la misère qui a amené les Touaregs à se révolter régulièrement. Bref, pour dire simplement 2 choses. Inégalité, corriger les inégalités dans la répartition des richesses et corriger les inégalités dans la répartition du pouvoir, puisque les Touaregs, c'est aussi une de leurs revendications. C'est un très beau projet, en tout cas un projet louable. Tariq Ramadan, une réponse par rapport à ça? Oui, moi, on peut. Vous je pense souscrivez? qu'il faut rester réaliste. On peut rêver de cela, mais en termes de réponse assez réaliste, je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qui ont été dites très très rapidement. La première, c'est que je pense qu'il faut regarder les potentialités de ces dangers terroristes de façon beaucoup plus globale que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le danger peut venir de partout et il faut le regarder de façon globale. Mais la deuxième des choses que j'aurais voulu dire et qui est à la
fois positive, mais qui est une dimension de responsabilité. Parce que ce que l'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que le terrorisme et la violence extrémiste, malheureusement, peut parfois être instrumentalisé et joué dans le sens, alors on nous dit qu'on lutte contre des sanctuaires, sans nous dire que ces sanctuaires s'installent toujours là où il y a de la richesse sous les sols. Mais la vraie question, elle est celle-ci, et c'est là que ça m'intéresse, c'est que du nord au sud, qu'on soit ici en Suisse ou qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Afrique, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est effectivement des voix qui s'élèvent et qui mettent en évidence qu'on ne peut pas continuer à vouloir chérir le développement de sociétés plurielles et démocratiques si on ne va pas jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire d'être cohérent avec nos propres valeurs. Au bout du compte, il faut que le Mali revienne aux Maliens, il faut que l'Algérie aussi revienne aux Algériens, mais que tous ces pays-là aient une politique africaine et une politique autonome réelle. Et malheureusement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'en Occident, on n'a pas dépassé ce qu'était la France-Afrique ou le colonialisme, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut décoloniser, c'est la conscience des peuples du Sud et la conscience des acteurs et des individus. Alors, au-delà de la célébration du Mali qui est content parce que la France vient le libérer, il faut aujourd'hui qu'on dise clairement aux intellectuels et aux politiques de l'Afrique que la lutte contre la corruption, que la lutte pour l'autonomie, que la solidarité continentale, c'est ça les voies de leur propre succès. C'est pas d'appeler la France à la rescousse, c'est d'appeler la conscience africaine à sa libération. Une réponse de Manuel Tornare et on va rapidement conclure. Je suis d'accord avec vous. L'intervention de François Hollande, enfin de la France au Mali, on va la juger après la pacification, s'il y a pacification. C'est en fait le service après-vente de cette intervention. On jugera du bien ou du mal fondé de cette intervention en allant dans votre sens, c'est-à-dire en rétablissant l'état de droit au Mali, en redistribuant un peu plus les richesses, ça ne se fait pas, c'est vrai, et aussi en écoutant beaucoup plus toutes ces ethnies du nord du Mali, les Touaregs, les Noirs, les Arabes, enfin tout ce qui a fait le Mali. Une deuxième chose que j'aimerais dire, et puis ça je pense que Tariq Ramadan sera d'accord avec moi, c'est que l'Occident a raté son dialogue avec l'islam. Et surtout avec des représentants modérés de l'islam. Et même la Suisse. Moi, je me souviens que quand j'étais maire de Genève, j'étais à Bamako 2 ou 3 jours après l'initiative contre les minarets. Pour expliquer au gouvernement malien et au président du Mali et aussi à Amanita Traoré, ancienne ministre de la Culture, que vous devez connaître, pourquoi les Suisses avaient voté contre les minarets, je peux vous dire que c'était difficile. C'était vraiment un signe qui était très... du mal de le faire. Hein. Oui, absolument. Donc, à un moment donné, on a fait la même chose avec les catholiques à Genève, à la fin du 19e, on leur a interdit de faire des clochers. Donc, vous voyez, on répète souvent les erreurs. Alors, messieurs, malheureusement, on va devoir conclure sur cette intervention de Manuel Tornare. On aura bien sûr l'occasion de faire de nouveaux débats sur la question des musulmans notamment. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous, que ça soit sur la RTS ou sur TV5 Monde. Voilà, la semaine prochaine, nouveau débat d'actualité à Infrarouge comme chaque semaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.